Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire Altares. Le sujet, la data et la décision. La data est tellement rentrée dans notre quotidien. On en parle pour nos moteurs décisionnels, on en parle sur nos indicateurs, comme outil de pilotage, par exemple. Mais pour certains, parler data, c'est d'abord parler technologie, c'est parler intelligence artificielle, c'est parler deep learning. Les outils d'exploitation, d'utilisation de la donnée sont devenus à tel point puissants et performants que finalement, ils apparaissent en premier et on oublie de parler de ce qui est réellement la data. Alors, effectivement, c'est pour nous un point important parce que combien de mauvaises décisions on peut prendre suite à une mauvaise donnée, une mauvaise information, un manquement d'information. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité animer ce webinaire avec mes co-animateurs, nos experts, qui vont vous parler de comment identifier les pièges dans la collecte de l'information, comment corriger les différentes erreurs au niveau des données, par exemple, moderniser et surtout comment également exploiter ces informations dans les différentes prises de décision que vous êtes amenés à faire dans votre quotidien. Alors, un point logistique, vous avez un chat qui est disponible. On sera ravis de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas en cours de webinaire de réaliser directement vos questions sur le chat. On sera, comme je vous disais, ravis de répondre à vos questions, probablement plutôt sur la fin. Alors, je vous disais, je suis aujourd'hui entouré de 3 experts Altares, Frédéric, Alexandre et Philippe. J'ai beaucoup appris durant la préparation de ce webinaire avec eux. Il sera extrêmement riche, extrêmement intéressant. En tout cas, toute la phase préparatoire a déjà été riche pour moi. Je vous propose de vous présenter, messieurs. On va commencer par Frédéric. Oui, Frédéric Parisi, responsable des contenus data au sein des équipes Altares. J'ai en charge toute l'équipe data science et toute l'expertise data au sein d'Altares pour améliorer nos données, mais aussi construire les nouveaux indicateurs de demain. Avec moi, Alexandre. Bonjour à tous, moi c'est donc Alexandre Zavagno, je suis data scientist chez Altares et spécialiste en gestion des risques financiers. Plus spécifiquement, je suis spécialiste sur les questions de risque de crédit, risque de contrepartie et risque opérationnel avec un gros vernis sur le traitement du langage naturel, autrement appelé Natural Language Processing. Et Philippe? Eh bien, Philippe Piève, je suis au sein de l'équipe Data Science analyste financier. À ce titre, je travaille avec mes collègues de data scientists pour la création d'indicateurs financiers. Mon rôle est bien sûr, c'est de faire chanter les bilans des entreprises, de faire parler les données sectorielles. J'ai également une autre casquette de formateur pour assister éventuellement nos conseillers clientèle. Il m'arrive de rentrer en relation également avec les dirigeants d'entreprises, notamment pour la compréhension d'un score, car l'humain demeure chez Altares, le contact. Merci beaucoup à vous trois. Donc moi, Gilles Lambert, je suis Product Marketing Manager. Mon métier, c'est effectivement de comprendre comment notre marché évolue, quelles sont les nouvelles attentes et d'aider notre force commerciale à bien comprendre les enjeux de nos différents clients et de nos différents contacts. Alors, on le disait, combien de mauvaises décisions nous avons prises par mauvaise information ou manquement d'information. On va peut-être citer quelques exemples. Un défaut dans l'information d'identification d'une entreprise peut amener des risques de fraude non négligeables. C'est que du vécu, hein, ce que j'explique là. De la même manière, si nous avons produit si nous avons le mauvais sirène sur notre client et que nous produisons une facture et que cette facture revient impayée, nous n'avons pas de possibilité d'action en justice puisque nous n'avons pas le bon sirène. Je ne parle pas de la facturation électronique qui va aussi nous imposer beaucoup d'exigences sur la fiabilisation de notre portefeuille client. On peut parler de mauvaises décisions de crédit parce que le bilan que nous avons est erroné et du coup l'analyse que nous avons est mauvaise. On peut aussi parler des coûts commerciaux ou des coûts sur les campagnes marketing quand les adresses sont
sont mauvaises, tout simplement, et ne correspondent pas. Ça aussi, ça représente des coûts importants pour l'entreprise. Frédéric, Alexandre, je pense que ça serait effectivement intéressant que vous puissiez partager avec nous justement sur votre expérience, sur quel type de pièges vous rencontrez régulièrement. Oui, comme tu l'as dit, hein, le piège, c'est surtout d'avoir des données non vérifiées, beaucoup de similitudes et en fait beaucoup de flou dans les données. Et en fait, dans le monde de la data, de la gestion des données, on a un adage très imagé et assez odorifère d'indiquer que si on a des données fausses, on a forcément des résultats faux. Si tu peux passer sur les slides suivants, ça serait aimable à ta personne. Donc, des mauvaises données en entrée donnent forcément des résultats faux. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que le temps joue en votre défaveur. Puisque quand on est là pour parler des données sur les entreprises, essentiellement, mais aussi les données que vous saisissez, c'est bien les deux, toute l'information que vous allez collecter, saisir pour relier à vos informations à vos tiers, fournisseurs, partenaires et clients, faut voir que dans le temps, la donnée entreprise évolue beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises en France, beaucoup d'obligations légales d'avoir un SIREN. Donc, si on regarde les chiffres en 1 heure que vous pouvez voir sur l'écran, ça fait beaucoup de mouvements quotidiens. Mais quand on regarde les portefeuilles de nos clients, puisque c'est la première action que l'on fait, c'est valider la maturité de connaissances data de nos tiers pour les aider justement. Attention, vous avez forcément des sociétés, des établissements qui vont déménager. Vous avez forcément des sociétés qui vont arrêter d'activité, qui vont être achetées, fusionnées. Donc, des risques de perte, de mauvaises livraisons, de mauvaises envois de factures, donc des retards de paiement, et malheureusement aussi des risques de défaillance de ces sociétés, ou simplement risque de, quand un dirigeant change, risque de perdre les contrats en tacite reconduction, puisque justement le nouveau dirigeant voudra changer cela. Donc, il faut bien prendre en compte toutes ces informations sur les entreprises identitaires. Voilà. Donc, le temps joue en défaveur, donc il est important de comprendre, de mettre en place des contrôles, que sans contrôle, il n'y a pas de décision claire. Alexandre Oui, c'est... Voilà. Et donc, justement, il faut éviter aussi d'autres pièges. Mettre des contrôles va aussi peut-être tomber dans des biais de collecte. Alexandre va nous expliquer ça. C'est que parfois, on demande à saisir des informations, on va collecter une information spécifique, et parfois, ça va entraîner des défauts. Alexandre, tu nous expliques ce que c'est les biais de collecte? Oui, en effet, les biais de collecte, en un mot, c'est la catastrophe quand on a. Quand on ne les détecte pas, et comme l'a dit Frédéric avant, en fait, on peut être facilement floué par les données. D'un point de vue modèle, purement modélisation et modèle décisionnel qui nous intéresse aujourd'hui, la vraie menace qu'il y a derrière la présence d'un biais de collecte non détecté et non résolu dans un schéma de données, c'est l'absence de représentativité de l'information. Et la représentativité de l'information, c'est la stabilité du modèle. C'est la garantie que la prise de décision sera stable. Juste quelques éléments. Le biais de collecte, à la base, c'est plutôt une terminologie qui est propre à la méthode des sondages, et les sondages nous disent que c'est un biais de collecte, c'est poser la mauvaise question, c'est sonder auprès de la mauvaise population témoin, c'est aussi avoir un sondage restreint ou exclusif, et ça peut être aussi lié à un problème d'échantillonnage. Donc voilà, en fait, on a déjà dépeint un peu le tableau de ce qu'est le biais, de ce que peuvent être les biais de collecte, mais bon, nous, on n'est pas un institut de sondage, et on peut être aussi amené à avoir ce genre de problématique. Donc, à l'écran, vous avez 7 biais de collecte basiques. Moi, je vais en parler 3 d'entre eux brièvement, qui sont, alors un qui est très courant, les 2 autres qui sont plus dans l'air du temps, et qui les 2 derniers me donnent beaucoup de fil à retordre en ce moment, cela dit en passant. Ce sont les données manuelles, les données saisies en manuel, ou autrement dit les données déclaratives. Ça, c'est un vrai problème. Typiquement des listes déroulantes qui ne sont pas exhaustives, des choix qui sont limités, une mauvaise sélection faite par l'opérateur de saisie. Alors ça, dans les modèles décisionnels à l'octroi, c'est systématique, et là en l'occurrence c'est du vécu. Des listes qui ne sont pas mises à jour par des
des problématiques de transposition des spécifications techniques et technico-fonctionnelles. Bref, tout ça, ce sont des biais de collecte qui sont assez courants. L'idée, c'est qu'on va concentrer en fait l'information sur une seule donnée, une seule saisie, et on ne sera plus représentatif de la réalité. Ça, c'est assez courant. Un autre biais de collecte qui me donne pas mal de fil à retordre aujourd'hui, c'est l'absence de normalisation des sources de données. Donc ça, c'est très vrai dans les données textuelles. Notamment, il y a des informations qui sont très riches à exploiter du côté des déclarations des statuts, du côté des comptes rendus d'AG ou des annexes de bilans sociaux. Ces données ne sont pas du tout normées. Il y a généralement un vocabulaire juridique qui nous permet de nous rattacher, mais si on fait un sondage basé sur les expressions régulières, c'est-à-dire qu'on ne cherche qu'une seule, un mot-clé ou un ensemble de mots-clés, ben on peut passer à côté d'une information. Alors là, on néglige de l'information, alors involontairement, on n'est finalement pas exhaustif, et puis on peut avoir une asymétrie de traitement. Dernier point, ça va être la fiabilité ou la représentativité de la source de données. C'est très vrai, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de données extra-financières. On peut être tenté d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller collecter les avis, d'analyser les avis des consommateurs à l'égard d'une marque, d'une entreprise. Il faut être très très vigilant là-dessus parce que, en l'occurrence, souvent sur les données de réseaux sociaux, sur les notations, on peut avoir des problématiques de neutralité, de diversité et de significativité des avis. C'est sûr que si je vais voir une entreprise qui est notée entre 0 étoile et 5 étoiles, que j'ai deux avis, une à 0 étoile, une à 5, je fais la moyenne, ça fait 2,5. Donc effectivement, on est dans la neutralité, mais on a des avis qui sont très divergents, donc il faut faire très très attention à ces données-là, et ça, c'est un biais de collecte qui se peut entrevoir et qui s'entrevoit de toute manière dans l'analyse des données des réseaux sociaux et comportementales. Ok, super. Merci beaucoup, Frédéric Alexandre. Donc, on voit effectivement plusieurs types d'erreurs possibles avec plusieurs origines. Mais donc, une fois que le problème est identifié, la phase suivante, c'est bien sûr de corriger. Alors, Frédéric, je posais la question clairement, est-ce que justement on peut corriger ces erreurs? Est-ce qu'il est possible d'envisager de corriger les erreurs sur nos données? Bien entendu, hein, comme je l'ai sous-entendu, il faut bien comprendre les informations que l'on capte et que l'on saisit. Et en fait, la data, c'est comme le langage. On utilise des mots. Parfois, ils ont la même sonorité, mais des sens différents. Et même quand ils s'écrivent de la même façon, ils ont des sens différents. Donc, on a ces mots. Dans le monde de la data, c'est des identifiants, hein, des identifiants produits, des identifiants sirène, numéro TVA, ainsi de suite, ou même une raison sociale légale, c'est un identifiant. Et on a des caractéristiques, comme dans le langage. Est-ce que c'est un nom, un verbe, un genre, ainsi de suite, qu'il faut distinguer du contexte. Le contexte, hein, c'est là qui me permet de savoir, j'utilise ce mot, ok, ça a tel sens dans son paragraphe, je comprends, et j'utilise en fait des interactions et des observations. Et quels que soient les systèmes de données où vous allez stocker l'information, vous avez besoin de bien identifier, de bien distinguer les caractéristiques et contextes sur lequel vous allez rajouter toutes ces interactions et observations. Et c'est là où toute la data science va travailler, mais c'est réellement sur ces côtés externes et pas sur le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est réellement le Master Data Management qui doit certifier, valider et contrôler qu'on parle bien de la bonne entité, qu'on parle bien du bon produit, ainsi de suite. Donc, les trois éléments clés, c'est de bien identifier, de séparer, de bien distinguer qu'est-ce qu'une information légale, administrative dans le monde de l'entreprise et des données commerciales, contexte, qui, justement, c'est la préparation des informations d'interaction et d'observation qu'il faut bien distinguer. Je prends souvent l'exemple de la raison sociale. Est-ce que c'est une donnée administrative ou est-ce que c'est une donnée commerciale? Comme le dit le général, les deux. C'est vous avez besoin de la raison sociale pour le contrat, donc une raison sociale légale qui ne doit pas être modifiée, et vous avez la façon dont vous appelez l'entreprise. Donc, caisse d'allocation familiale des Yvelines, le commercial va appeler ça CAF 78, aussi simplement que cela. Donc, c'est un exemple que parfois, une information doit être dédupliquée ou dissociée. Il y a bien l'usage pour le contrat, pour l'envoi des factures, pour l'envoi des produits,
et l'usage interne pour faciliter la communication, et on n'utilise peut-être pas forcément les mêmes mots. Troisième axe, s'assurer de la mise à jour de toutes ces informations, que justement les données légales, les données administratives, c'est issu de référentiels, ou même, je devrais rajouter les données produits, c'est issu de référentiels qui doivent être constamment mis à jour, et la donnée commerciale, ce que saisit le commercial, le chargé d'affaires, l'acheteur, c'est lui qui doit aussi s'efforcer de s'assurer que toutes les informations qui mettent bien à jour dans son CRM et dans ses différents outils ERP, toutes ces informations. Donc, pour répondre à ta question, oui, il faut avoir une gouvernance data. Hein. Donc, justement, bien distinguer ces données, avoir des contrôles en entrée, de dire quelle est l'information que je collecte, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce que j'ai bien accès à tout l'univers de données qui m'intéressent, mettre quelques contrôles, mettre en place des data stewards, mais aussi, comme l'a rappelé Alexandre, faire attention aux biais de collecte. Hein, une list box pas assez grande ou beaucoup trop grande peut entraîner des biais de collecte dans la saisie, où généralement les commerciaux vont pas voir la différence entre 10-15 différences et vont choisir le premier cas. Et finalement, le responsable marketing va peut-être dire c'est ce qu'on voit en premier. En fait, pas du tout. Les commerciaux ne voyaient pas la pertinence, la différence entre ces 4 ou 5 valeurs à peu près similaires. Donc, c'est bien d'avoir, et c'est un nouveau métier, hein, les data stewards, qui viennent corriger ou compléter des informations dès qu'il y a un flou. Donc, la gouvernance de données va permettre de répondre à prendre de meilleures décisions. Ok, merci beaucoup Frédéric. Ce qui moi, effectivement, m'a intéressé dans ces deux premières parties, c'était effectivement déjà être capable d'identifier les raisons des erreurs. Et puis, ce que tu as évoqué, Frédéric, le data quality management, c'est vrai, c'est une partie assez invisible finalement du travail d'un data provider comme Atares, mais c'est un travail qui effectivement est essentiel parce que c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise information, donc entre une bonne et une mauvaise décision, tout simplement. Ce qui est également intéressant, et c'est l'ouverture de cette troisième partie de notre webinaire, c'est de s'intéresser effectivement aux évolutions, parce que on n'est pas sur un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la collecte d'informations. Il y a des évolutions réglementaires, il y a des évolutions juridiques, il y a même des évolutions technologiques. Je pense que c'est effectivement un peu présenté en vrac, mais Frédéric, peut-être tu peux nous éclairer sur cette partie-là. Tout à fait. Alors déjà, rien que dans les données sur les entreprises, hein, il y a eu ces 10 dernières années pas mal de bouleversements avec la mise en place de la République numérique en 2012, qui a concrétisé la mise en place de l'open data, hein, c'est-à-dire les données ouvertes sur les entreprises, en fait, toutes les informations que collecte l'État, qui met à libre disposition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux accéder à l'intégralité de la base INSEE sans rien payer, je peux même télécharger la base juste en me déclarant. Même chose pour les informations informatives déclarées au greffe. D'un autre côté, vous avez un autre axe face à cette transparence, la confidentialité des informations personnelles. Donc, c'est un petit peu parfois contradictoire parce que plus la moitié des entreprises en France, ce sont des affaires personnelles. Comment on garantit justement cette transparence de business et cette confidentialité des personnes? Donc, il y a quelques bouleversements. On voit qu'il y a beaucoup plus de sociétés qui sont en non diffusible, maintenant qui sont en non diffusible partiel. On doit quand même protéger certaines informations. Et puis, il y a le web, hein, tout ce qu'on peut capter sur Internet. On en sait bien plus sur une entreprise en regardant son site Internet qu'en regardant les données à l'INSEE. C'est clair. Donc, on a besoin justement du référentiel des données publiques, de référentiel du RNE, qui est maintenant le nouvel organe de diffusion des informations d'entreprise. Hein. RNE, excusez-moi de mettre plein d'acronymes dans mes slides. RNE, c'est le registre national des entreprises. Historiquement, on avait donc l'INSEE, différents centres de formalité, des chambres artisanales et ainsi de suite. Et à la fois, on avait des informations contradictoires, parfois contradictoires, ou pas suffisamment bien superposées. Le registre national des entreprises, mis en place en janvier, va garantir dans les années à venir justement cette uniformité des données. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile la mise en place du RNE, mais on aide justement l'INPI et le gouvernement à mieux
structurer leurs données et pour bien répondre à vos enjeux, sur lequel il faut rajouter toutes les actions de Data Quality Management, de DQM. Et on a vu par la suite, hein, comme vous avez vu ma petite focale sur le centre de la donnée, c'est bien l'identifiant, et tout ce qui est interaction, observation, c'est sur lequel va travailler tous les data scientists, tous les analystes du langage, tout le machine learning et tout ça, pour essayer aussi de comprendre dans ces données non structurées, de la structurer pour prendre de meilleures décisions. On va rester focalisé sur l'axe d'information sur les entreprises, hein, quels sont leurs identifiants et quelles sont leurs caractéristiques. Et nous, chez Altares, notre chaîne de valeur, c'est bien de répondre à la fois à ces 5 questions. Est-ce que j'ai bien l'exhaustivité des entreprises dans notre référentiel? On a bien toutes les sociétés commerciales, on a bien toutes les affaires personnelles, on a bien toutes les associations et autres entités juridiques. Est-ce qu'elles sont maintenables? Oui, on garantit que dans la semaine prochaine, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on va bien avoir la même typologie des informations et qu'on sera en mesure de vous alerter d'éventuels changements. Et est-ce que toutes ces données sont homogènes? On voit que là, c'était notre savoir-faire, c'est notre valeur ajoutée, de bien comprendre que l'INSEE, c'est surtout une information déclarative à la création et qu'il faut ensuite plutôt privilégier les informations issues des greffes ou qu'on peut lire dans le BODAC pour bien comprendre, non, là, c'est une information réactive et il faut savoir prioriser, garantir qu'un statut actif fermé à l'INSEE ne veut pas dire forcément les mêmes choses actif fermé chez les greffes, contre justement cessation juridique et fermeture économique. Évidemment, notre enjeu aussi, c'est d'être le plus réactif possible, de vous alerter le plus rapidement possible dès qu'une entreprise ferme, déménage, tombe en procédure collective ou a des problèmes financiers, et de s'assurer que ces données soient parfaitement compréhensibles par tous, donc lisibles. Ok, merci beaucoup Frédéric. Sans trahir de secret de fabrication, bien évidemment, tu peux évoquer quelques chantiers actuels, sans forcément rentrer dans le détail, mais donc on a forcément, comme on capte plein d'informations identitaires sur les entreprises, des informations marketing, des informations relationnelles, et structurelles et financières, il y a on doit faire certaines actions de contrôle, de vérification, parce que le greffe, quand il saisit une annonce, parfois il copie un chiffre, hein, la clé sirène, les 9 chiffres pour les 14 pour la clé sirène. Et le contrôle C, contrôle V, ça vous arrive presque tous les jours, mais parfois c'est le précédent copier-coller qui a été stocké, sauvegardé. Et pourquoi? Et 9 chiffres à la suite, c'est équivalent à autre 9 chiffres. Donc, dans les annonces légales, dans toutes les informations que l'on capte, c'est une des règles d'or du réseau Dun & Street et donc d'Altares, c'est justement de s'assurer que le sirène que l'on lit est bien cohérent avec la raison sociale et l'adresse, pour s'assurer de cette trinité d'informations qu'on parle bien de la bonne entreprise, qu'on ne va pas annoncer une procédure collective, une société qui a bien pignon sur rue et qui n'est pas du tout concernée, qui était plutôt l'annonce précédente. Il y a un défaut de saisie. Donc, il y a ces contrôles. L'autre point, on voit qu'on fait bien de la veille presse, qu'on travaille sur les liens, sur le scoring financier. Je ferai un focus aussi sur les bilans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a les bilans confidentiels. Donc, maintenant, un credit manager ne peut plus avoir accès à ces informations confidentielles. Parfois même, des entreprises refusent de publier leurs comptes, parce que soit elles vont trop bien, soit ça commence à aller mal. Nous, on les capte, on capte bien tous les bilans confidentiels et semi-confidentiels. La plupart aussi de nos entreprises clientes ou non clientes nous communiquent leurs bilans, donc c'est des bilans privés qui viennent inclure dans notre score. Mais ce n'est pas tout, on contrôle la saisie de ces bilans. Est-ce que actif égale passif? Est-ce qu'on retrouve bien les totaux intermédiaires sont bien cohérents? Et donc, il y a tout ce travail d'analyse financière. Et là, je vais laisser la main à Philippe, qui va aussi rappeler justement dans le temps, l'analyse financière est-elle toujours aussi importante?
Aujourd'hui. Si je peux me permettre de peut-être compléter ta question envers notre expert Philippe, c'est vrai que, bon, on l'a vu et tu l'as parfaitement expliqué, il y a pas mal d'évolutions réglementaires, juridiques, avec des impacts et cette attention que nous portons au respect de la chaîne de valeur et la partie qualitative de la donnée que nous délivrons à nos clients. Cela dit, il y a aussi d'autres événements qui nécessitent finalement une attention quotidienne de la part de l'intérêt sur nos données, et la conjoncture est un de ces événements. Alors, tu vas m'excuser pour la question provocatrice, Philippe, et surtout de profane, surtout par rapport à toi, mais c'est vrai qu'avec les crises successives que nous avons vécues, ces crises se retrouvent forcément dans les résultats, que ce soit les bilans, les comptes d'exploitation des entreprises. Et du coup, on peut se poser la question de l'intérêt de l'analyse financière dans ce contexte. Donc, est-ce que ça vaut encore la peine de faire de l'analyse financière, Philippe? Philippe, tu es en mute, juste. Il faut que tu ouvres ton micro. Je pense que je dois pouvoir le faire. Désolé. Oui, Gilles, je prends bien sûr ça comme de la provocation, parce que bon, quand je vois Frédéric qui nous expose toute l'acquisition des bilans publics, confidentiels et privés, ce serait dommage d'écarter cette information. De plus, maintenant qu'il y a une majorité de bilans qui sont confidentiels ou semi-confidentiels, on se doit auprès de nos clients d'avoir la meilleure analyse et de rechercher tous les indicateurs qui peuvent provoquer la cessation de paiement. Tu parlais de pertes, oui, mais c'est relatif. Oui, des pertes importantes sont quand même ont un impact sur la trésorerie de l'entreprise. Mais enfin, on peut également lire à travers si l'entreprise est au sein d'un groupe, au sein d'une filiale, euh, modérer cet impact de perte, voilà, par rapport à des entreprises de création récentes, par rapport à des startups qui vont générer des pertes abyssales, mais qui demeurent avoir de la liquidité par rapport aux appels de fonds. La recherche demeure toujours dans les critères un petit peu de solvabilité, de liquidité. On va chercher le défaut ou l'insuffisance de financement du BFR. Hein. Il faut savoir qu'un BFR, à 70%, il est structurel, il doit être financé par des capitaux permanents. Et à 30%, c'est la partie fluctuante. Et cette partie fluctuante, c'est ça qui va provoquer parfois la cessation des paiements. L'accroissement fort du BFR également, puisque là, on est dans une politique après le Covid, une politique de reprise, où là, on a pu voir les bilans à travers les premiers bilans 2022, une forte accroissement du BFR. Donc là aussi, c'est source de cessation de paiement. L'insuffisance de trésorerie générée par l'exploitation, toujours si l'entreprise génère du cash, et est-ce qu'elle génère du cash flow par rapport à sa trésorerie? L'insuffisance des fonds propres également est un critère à laquelle on doit toujours travailler. L'insuffisance et le défaut de financement des investissements. Bon, là, c'est important également. On doit financer des investissements par de l'emprunt et non pas par la trésorerie qui finance le BFR. Et puis, bien sûr, Gilles, ne pas oublier les retards de paiement. Alors, ce qui diffère dans ces dernières années, c'est que il faut savoir toiletter, sélectionner ces bons indicateurs. Les indicateurs qu'on mettait en exergue avant la crise du Covid, parfois ont perdu un peu des intérêts à cause des trois crises qu'on a, la crise de l'énergie, mais surtout la pandémie de Covid-19 avec les aides de l'État, le quoi qu'il en coûte, nous a un petit peu changé le profil des bilans. On a vu des bilans 2020 et 2021 avec des très fortes trésoreries, des excédents même de trésorerie. On est arrivé sur de la PME, PMI à avoir 25% de trésorerie sur le total de bilan. Et il est certain que nos ratios de type que je mettrai en exergue après, de ce qu'on appelle le DIR, le défensif intervalle ratio, avait perdu sa pertinence parce qu'on arrivait à des 60 jours, 40 jours de charges quotidiennes en trésorerie. Donc on était revenu vers des ratios un petit peu plus de ratio de solvabilité, de ratio de liquidité, les liquidités par exemple générales ou liquidité restreinte. Donc un petit rappel, liquidité générale, c'est l'entente de l'actif circulant par rapport au passif au moins d'un an. Les ratios de liquidité restreintes, où là on se mobilise uniquement sur le poste du client, les autres créances et la disponibilité, par rapport toujours au passif à court terme.
Et là, on est revenu dans les premières analyse des bilans 2022. On a déjà 300 000 bilans clôturés en 2022, notamment les bilans qui représentent quasiment une année complète, qui sont clôturés au 30 septembre 2022, où là, on peut voir que les BFR ont remonté, que les trésoreries ont un petit peu fondu. Hein, et il est certain de remettre, on ressort notre indicateur de défensif international ratio qu'on appelle plus communément au sein de l'équipe DIR. Donc là, le rôle de l'analyse financier, c'est toujours de fournir auprès de la data science les indicateurs les plus pertinents et d'avoir un débat contradictoire, à tort ou à raison, où la data science va me ressortir des vérités qui parfois peut parfois me surprendre, mais c'est à l'analyste financier de fournir les bons indicateurs et de toiletter par rapport à justement dans cette période très passionnante où les 3 dernières années où dans les périodes non inflationnistes, il était facile de faire une analyse pluriannuelle sur 3 ou 4 bilans. Là, si on regarde les graphiques qui vous sont présentés, on s'aperçoit que l'évolution de chiffre d'affaires a pu connaître une progression, une chute dans la période Covid, une forte progression après dans l'exercice 2021. La trésorerie, les entreprises ont bénéficié donc de PGE, ont bénéficié de fonds de solidarité, voire même un moratoire sur les dettes sociales. Donc tout ça se donne d'un petit peu des dents de scie dans les graphiques, et c'est là qu'il faut sélectionner les bons indicateurs qui vont perdre de l'intérêt et d'autres par contre qui vont prendre de l'importance. Et il est certain que notre ratio de défensif internal ratio, on l'oppose à l'actif circulant, que ce soit donc, mais limité au poste client, aux autres créances et à la disponibilité face aux charges d'exploitation, parce que ces charges d'exploitation sur une année, c'est-à-dire qu'on oppose des valeurs de l'actif du bilan par rapport à des données du compte de résultat, par rapport à une période. Et cette période, dans les périodes 2022, eh ben, elles ont connu l'inflation qu'on a pu connaître, l'inflation sur l'énergie, l'inflation qu'on peut avoir également de la masse salariale. Et donc, cette opposition, dès que pour nous, on rencontre un résultat d'un jour de charge inférieur à 30 jours de trésorerie, ça peut être une source de difficulté que peut rencontrer l'entreprise. Autre chose, si je reviendrai un petit peu sur les PGE, parce que là aussi, c'est un critère qui est pour nous important, même si on peut rencontrer toutes les facilités qu'ont pour les entreprises pour rembourser le PGE, puisque maintenant on peut rembourser son PGE sur plusieurs années. On s'aperçoit que sur les 800 000 PGE, un tiers a fait l'objet d'un remboursement. Selon la BPI, 40% des entreprises vont conserver le PGE pour pouvoir et le rembourser naturellement sur 5 ou 6 ans. Néanmoins, ce PGE est quand même dans l'entêtement de l'entreprise. Et ça, c'est des choses importantes, parce qu'une entreprise doit financer ses investissements par de l'emprunt, et le risque, c'est d'avoir un PGE qui peut bloquer un petit peu la capacité d'emprunt. Même si l'État a permis de pouvoir réévaluer ses actifs corporels et financiers, donc jusqu'au 31/12/2022, les entreprises ont la possibilité de réévaluer une réévaluation légale, sans impact sur la fiscalité, sans impact sur leur imposition. Elles ont encore d'ailleurs quelques jours pour le faire, jusqu'au 17 mai 2023, qui permet un peu d'augmenter sa capacité d'endettement, son autonomie financière. Par contre, cette révélation n'apporte pas de liquidité. D'accord. Ok, merci beaucoup Philippe. On voit que l'analyse financière, c'est vraiment un métier. On a beaucoup de chance de pouvoir s'appuyer sur toi, Philippe. Donc effectivement, donnée qui est en permanence, enfin en tout cas une collecte de données qui est en permanence évolution, ça c'est vraiment extrêmement important, et effectivement cette capacité à devoir effectivement analyser les erreurs, les corriger et faire évoluer notre système de collecte. Pour revenir au point suivant, au thème suivant, très clairement, j'ai mis un peu de temps pour savoir si on allait effectivement en parler ou pas, et j'ai écouté mes experts, et effectivement, je pense que c'est un point qui est important, parce que effectivement, on peut travailler sur la véracité de l'information, c'est une des qualités de la donnée nécessaire, sa véracité, mais aussi, est-ce que cette donnée devient exploitable? C'est un autre niveau, c'est un autre niveau de qualité avec
un autre écueil en même temps, qui est cette volumétrie, cette masse d'informations que nous sommes en capacité de collecter et qui doit, tout ça, se transformer en décision. Mais a priori, je pense que je ne suis pas très loin de la définition de la data science. Donc, je vais laisser peut-être Alexandre nous exposer effectivement quelles sont la bonne méthode pour la data science. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller là-dessus? Oui, merci Gilles. Alors, on pourrait passer un webinaire de 12 heures sur les méthodes d'analyse des données. Nous n'effleurerions même pas le sujet. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode d'analyse de données, il y a surtout des standards qu'il faut respecter. Pour reprendre un peu ce que disait Philippe, juste pour faire une petite parenthèse, oui, aujourd'hui, les données financières, c'est de la donnée qui est sanctuarisée dans l'ensemble des modèles. J'utilise le mot sanctuarisé pas à tort. On a systématiquement besoin de nos experts. Et l'idée, c'est qu'on a un certain standard, mais il faut aussi s'adapter à ces fluctuations dont parlait Philippe, les fluctuations apportées par les crises. On avait d'un point de vue financier, mais on pouvait voir, finance d'entreprise, mais on pouvait voir aussi en parallèle sur les indicateurs macroéconomiques qu'en pleine période du Covid, le saving, donc l'épargne des ménages, montait en flèche. Donc, c'est une période très dépressive. Pourtant, l'épargne augmente. Bon, en fait, on se rend compte que c'est un phénomène qui est assez normal en période de repli d'activité, qu'on ait une augmentation de l'épargne avec une baisse de la consommation. Mais ce sont des événements auxquels nous, en fait, en data scientist, on doit s'adapter. Donc, en fait, la méthode aussi doit s'adapter. Donc, il y a des éléments qui sont standards auxquels on doit se conformer. Ce sont les analyses univariées, donc l'analyse descriptive, l'analyse multivariée, les corrélations, les interactions entre les facteurs, l'analyse temporelle, s'assurer qu'on n'a pas de rupture de tendance, s'assurer que la distribution dans le temps, toujours sous l'égide de la représentativité des données, les distributions sont stables. Donc, on doit se conformer à ces méthodes, c'est une base. Mais il ne faut pas rester enclavé dans une méthode, il faut s'adapter justement à cette évolution. D'autant que les méthodes que l'on utilise vont dépendre d'énormément de facteurs et vont dépendre déjà de l'expérience et de la sensibilité du data scientist. Ça, c'est une évidence. Ça va dépendre aussi du niveau d'exigence de l'établissement. Moi, chez Altares, c'est pas compliqué, le niveau d'exigence est maximum. Ça va dépendre aussi de l'existence d'une guidance, une guideline de modélisation d'analyse de données. Donc ça, c'est important. C'est au data scientist de la concevoir et de la faire valider par la hiérarchie et par aussi le produit. L'existence ou non préalable d'un système de gestion de la qualité de données, l'existence d'un DQM, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup moins de travail. On va pas être obligé de repartir sur la source. On va avoir quelque chose à partir duquel on peut travailler. Ça va dépendre aussi de la clarté, du niveau de complexité des systèmes d'information. Plus un système d'information est complexe, plus le minage de l'information va être complexe, et donc il va falloir faire intervenir beaucoup d'interlocuteurs différents pour bien comprendre ce qui s'y passe, comment le lignage de la donnée fonctionne. Et la méthode va dépendre aussi de la stratégie qui elle-même dépend de la problématique que l'on va traiter. Donc il y a plusieurs problématiques, il y a des problématiques supervisées. Donc ça, c'est lorsque les données sont étiquetées, typiquement détection de la fraude, je suis fraudeur, je ne suis pas fraudeur, détection de la défaillance, l'entreprise a défailli, elle n'est pas défaillante, cessation de paiement, défaut balois, etc. Problématiques non supervisées, les données ne sont pas étiquetées, typiquement on fait de la segmentation de caractéristiques ou des problématiques qui sont semi-supervisées, seulement une partie de l'information est étiquetée, il faut par apprentissage, par renforcement, on va devoir étiqueter l'autre partie, mais il y a aussi les problématiques NLP, les problématiques de vision par ordinateur ou computer vision et les problématiques de feature extraction, qui sont les extractions des caractéristiques. Donc, la méthode d'analyse va dépendre de ces éléments-là. Mais finalement, il n'y a pas de bonne méthode sans une bonne architecture projet. C'est ça la base. On peut mettre aussi également toute la technologie que l'on veut dans l'analyse des données en big data. La technologie ne sera jamais un remède, finalement, un vice d'analyse de l'information à l'origine. Ça, c'est assez évident. Même souvent, la technologie, si on ne fait pas un minimum de travaux préalables sur l'information, la technologie va, la plupart du temps,
nous plonger dans un flou artistique total sur la donnée, et ce qui fait qu'on ne va pas forcément la comprendre. Et il faut la comprendre, il faut avoir des modèles explicables. Donc c'est pour ça qu'à l'écran, vous avez typiquement comment on mène un projet data science chez Altares. Voilà, vous voyez donc qu'au milieu, donc c'est pas anodin si je mets tous nos interlocuteurs, tous nos intervenants au milieu, c'est parce que la data science, c'est un carrefour de compétences. On ne décide pas seul, on n'est pas tout seul dans notre coin, on a une bonne architecture de projet, on passe du temps, un temps dédié, c'est l'information qui n'est pas sur le slide, mais que je vais vous délivrer si jamais vous avez des projets data science à mener aussi. Donc voilà, on va passer par ces 6 étapes. On va d'abord reprocéder à une collecte de l'information, on va créer un micro-environnement où on va récupérer l'information, on va faire un peu de data lineage, on reviendra sur ce concept un peu plus tard. Ça prend environ 20% du temps, on reconstitue un micro-système d'information que l'on projette dans une vision future de modèle. Tout ça dans une démarche de modélisation évidemment d'un système décisionnel ou d'un score, absolument tout ce que vous voulez. Après, il y a la deuxième étape, c'est le data cleaning, l'exploration, la visualisation. Pardon pour les anglicismes, mais effectivement, la statistique, c'est principalement un truc d'anglo-saxon. La mathématique est très française, hein, mais la statistique, elle est très anglo-saxonne. Où là, on va passer environ 30% du temps sur cet item, c'est le plus important. On va recontrôler la qualité des informations, pas forcément d'un point de vue modèle, on va parfois refaire la même chose que des QM, c'est juste qu'on va vérifier si les informations sont pas contradictoires. Voilà tout. On va faire un petit peu de data mining, c'est minage de données, on va aller en profondeur dans l'information. En faisant justement ces fameux travaux d'analyse univariée, multivariée. Ensuite, on va faire de l'outlier detection, donc ça c'est la détection des valeurs extrêmes et des valeurs aberrantes. On va s'assurer que ce sont bien des valeurs aberrantes, parce que souvent on dit valeurs aberrantes d'un point de vue statistique, mais en réalité, non, c'est juste que l'entreprise a fait un extraordinaire chiffre d'affaires sur une année, et s'il y a 333 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas une donnée aberrante, c'est juste qu'elle s'est très bien comportée, donc on va aller en détail, on va aller consulter nos experts financiers, on va aller consulter aussi nos data managers pour bien s'assurer que c'est pas une anomalie et que tous les systèmes d'information se parlent. Donc, on va passer 30% du temps sur cet item. 25% du temps va être passé sur la feature engineering. Alors là, c'est plus un data scientist matter. La feature engineering, c'est l'ingénierie des caractéristiques. L'objectif, c'est de valoriser la donnée, basiquement. On crée des indicateurs, on crée des features. Les features sont des caractéristiques qui vont être utilisées, du coup, dans le modèle. Environ 25% du temps. Ce que je viens de vous dire là, 75% du temps d'un projet data science doit être mené pour l'analyse de la donnée. C'est le plus important. La modélisation, une fois qu'en fait on a défini les KPI, qu'on a défini, qu'on sait que les datas sont bonnes, qu'on n'a pas de problème d'intégrité, qu'on a un bon lignage, on va modéliser, ça va prendre 5% du temps. C'est assez frustrant, hein, mais on va passer que 5% du temps parce qu'en fait, le modèle, la méthodologie de modélisation, c'est pas ce qui prend le plus de temps puisqu'on n'a pas besoin de la contredire à partir du moment où on a bien défini quel était le projet. Donc 5% du temps là-dessus. Ensuite, deploying, following. Donc le déploiement, on va avoir une partie re-engineering. Donc on va recontredire les informations que l'on a eues à l'issue du modèle pour essayer d'avoir un peu pour prendre de la hauteur sur ce qu'on vient de faire. Souvent, on peut revenir sur des étapes antérieures. On va passer 10% du temps, environ 10-15% du temps là, sur cet item, 15% si jamais on a un peu de calibrage. Et le following, effectivement, 5% dans un processus de modélisation, mais après le following, c'est pendant toute la vie, tout le cycle de vie finalement du produit score ou du produit modèle de décision. Donc, suivi des KPI, monitorage, on refait un micro DQM côté data science, et donc on fait plus généralement ce qu'on appelle un backtesting. Voilà. Et donc à chacune des étapes de cette chaîne de production data science, eh bien, effectivement, il y a tous les interlocuteurs qui sont là. Donc j'insiste sur le fait que la data science, c'est un carrefour de compétences. Nous ne travaillons pas seuls, nous avons plus que jamais besoin de personnes comme Philippe pour nous éclairer, comme Philippe, comme Gilles également, qui nous donnent beaucoup d'insights, et en particulier aussi Frédéric, qui nous aide sur la conduite de ce projet. Et on le voit aussi dans tout ce qui est machine learning, hein, puisque cette nouvelle technologie nous permet justement de gagner du temps, mais il faut bien instruire la machine, qu'elle comprenne justement les nuances, surtout dans le traitement du langage. Et il faut aussi les bons experts.
Ne pas s'attendre à dire tiens, je vais externaliser ça vers des non-experts. Il faut juste cliquer, dire oui, c'est bon, c'est bien ce que veut dire ce paragraphe. Attention, hein, la compréhension, hein, même la lecture d'un paragraphe, d'une phrase, parfois, les personnes comprennent différemment. Et donc là aussi, c'est important de replacer l'humain dans la data science, surtout sur le traitement du langage, où il faut s'assurer, quand on parle de procédure de sauvegarde, c'est la procédure de sauvegarde dans un point de vue métier juridique lors d'une entrée en défaillance, et c'est pas mettre en place une procédure de sauvegarde des données ou de sauvegarde des tortues. Ok, merci beaucoup Frédéric. Merci aussi Alexandre, tu as bien fait de me corriger. Effectivement, on ne va pas parler de méthode, on parle véritablement de gestion de projet. C'est ce qui effectivement m'a intéressé dans ta présentation et durant tout le temps de la préparation de ce webinaire et de ces différentes phases que tu as parfaitement expliquées à ce niveau-là. Donc effectivement, c'est la gestion de projet qu'on utilise pour créer nos propres scores, nos scores de défaillance, nos scores de survie, différents scores que nous proposons bien sûr à nos clients, et parfois effectivement dans certains de nos clients, nous réalisons également des scores sur mesure, des scores suivant leurs propres attentes. Alors, on va ouvrir effectivement le dernier point. Je dirais pour les anciens comme moi, c'est quelque chose qu'on a vu arriver et on ne va pas se cacher, ça pouvait être assez déstabilisant, le fait que la machine prenne la décision, entre guillemets un peu à notre place. C'est vrai que aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, de beaucoup de choses, mais au bout du compte, pour mettre en place une automatisation de décision, il faut d'abord réfléchir effectivement à l'intérêt, et on sait que c'est un levier puissant pour le développement de certaines entreprises. On ne va pas se le cacher également. Déstabilisant certes, mais levier nécessaire pour le développement de nos entreprises. Mais par ailleurs, on doit respecter un certain nombre de règles pour que cette automatisation soit bien au bénéfice de nos entreprises. Alors, je pense que dans une ancienne vie, Frédéric, tu as été confronté à beaucoup de cas, figure, de création d'automatisation, de décision. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience en la matière? Bien sûr. Et je tiens à t'informer que l'intelligence artificielle n'existe pas encore. Ça viendra peut-être. Aujourd'hui, on apprend plutôt à des machines à avoir un raisonnement logique, mais qu'on leur apprend. Donc, pour décider en toute confiance, hein, c'est la donnée que l'on capte, que l'on retraite. Eh ben, quelle est sa valeur? Évidemment, c'est sa véracité, hein, dans sa fraîcheur, dans sa source, dans les contrôles et corrections qu'on a su apporter. Et comme je l'ai dit aussi, dans son traitement temporel, dans le temps, que l'information est toujours vraie. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut de s'assurer que cette information est vraie, et c'est ce qui va aider à prendre de bonnes décisions. Mais comme on l'a vu, un rapport de 90 pages, un rapport de gestion peut être utile, mais c'est illisible et ça n'aide pas à décider. Ou surtout aujourd'hui où on n'a plus le temps d'aller au fond des choses, malheureusement, et donc il faut bien avoir une donnée vraie qui soit utile et parfaitement lisible. Et comme le dit Christian Cesque, l'ancien président de l'État Lab, de la République numérique, hein, qui a créé l'Open Data en France, la valeur d'une donnée se révèle dès qu'elle est liée à une autre donnée. S'il n'y a pas cette interconnectivité, 3, le chiffre 3 ne vous indique pas, je ne sais pas si il est arrivé troisième, 3 sur 100, 3 sur 10, 3 sur 20. Donc c'est simplement toujours cet aspect de relativité, mais aussi d'interconnexion d'éléments ensemble. Est-ce que je suis frère, sœur, papa, ainsi de suite. Quand je regarde une information entreprise, de pouvoir facilement consolider les chiffres, de savoir combien de dépenses j'engage avec tel groupe, combien de ventes je fais avec telle société, mais aussi y aurait-il l'intérêt d'un contrat cadre, ou savoir où est le centre de décision, d'information, et de dire non, finalement, c'est au-dessus, je ne suis pas sur le bon étage, ou je ne parle pas au bon interlocuteur, et donc il vous faut ces données pour bien comprendre ces organigrammes, ces relations. Ça vous aide à bien décider, mais ce n'est pas tout. Hein. Et Alexandre nous l'a un peu expliqué, il faut de la donnée historisée. Pour prédire, il faut avoir un historique. Et si on n'a pas d'historique,
on ne peut pas prédire. Hein. Je suis là sur la carte et je ne sais pas où je vais. Alors que si j'ai bien une notion de mouvement et de temporalité pour comprendre la vitesse à laquelle je me déplace, je peux envisager, comprendre où je vais. Mais ce n'est pas tout. Hein. Cette historisation nécessite de traçabilité, de tracer les mouvements, les modifications qu'il y a eu lieu. Et donc, c'est le concept qu'on appelle de data lineage ou lignage des informations processées pour bien comprendre. Et c'est surtout nous, au sein des équipes Altares, et Philippe est aussi un des premiers acteurs qui intervient. On nous demande souvent, mais pourquoi vous notez telle entreprise? Donc, il faut qu'on puisse vous expliquer, vous justifier, oui, on a eu telle information à telle date et qu'on l'a modifiée et pourquoi, et ainsi de suite. Alexandre, tu nous expliques justement le concept de data lineage brièvement, parce qu'il nous reste peu de temps. Ouais, je vais être le plus bref possible. Donc, le caractère prédictif d'un modèle ou d'un processus décisionnel est garanti par la représentativité de l'information dans le temps. Ça, on l'a rappelé plusieurs fois, c'est très important. Le mot d'ordre, l'information doit être intègre, traçable. C'est la base. En fait, le data lineage, c'est un concept, mais c'est surtout un outil. C'est un outil qui est pas complètement neuf maintenant, qui prend énormément d'importance avec les problématiques RGPD. Mais c'est un concept qui a été beaucoup popularisé pendant la Target Review of Internal Model. Hein, c'est la revue des modèles internes à laquelle ont dû se soumettre les banques françaises et européennes, mission menée par la Banque centrale européenne. Et le data lineage s'est avéré être un outil redoutable pour tracer la donnée. Donc, data lineage, lignée de la donnée ou généalogie des données en français, c'est vraiment l'objectif, c'est de visualiser. Donc, c'est une méthode de visualisation simplifiée et exhaustive du cycle de vie de la donnée dans un process informatique. Donc, l'objectif, c'est de cartographier l'ensemble des processus dans lesquels la donnée transite et est susceptible d'être altérée. Donc, depuis sa collecte jusqu'à sa livraison, en passant par les livraisons intermédiaires, au premier rang desquels nous faisons partie nous-mêmes data scientists, et en décrivant également l'ensemble des conteneurs intermédiaires où la donnée est stockée. C'est un outil redoutable qui nous permet de tracer toute l'information, d'identifier les points d'achoppement, d'identifier les points, les moments dans le processus où la donnée est altérée, mais pas de manière positive. Ça nous permet aussi d'éviter les redondances dans les traitements d'informations. C'est un outil redoutable. Il n'y a pas de représentation, mais disons que Google est notre ami. Hein. Vous pouvez assez facilement trouver des représentations de ce qu'est un data lineage. Il existe aussi des outils de data lineage qui sont très utiles. Il faut avoir juste un système totalement intégré et interconnecté pour mettre en place ces outils. Mais comme vous l'avez vu dans les slides précédentes, le data lineage est une étape, de toute façon, de la gestion de projet data science. Elle peut être faite au niveau global, comme elle peut être faite au niveau individuel. Il est préférable de la faire au niveau individuel lorsqu'on est sur des données RGPD ou sur des données sensibles, mais elle peut être faite très facilement au niveau global. Voici pour le data lineage. Ok, merci beaucoup. Ouais, nous avons une question philosophique, difficile d'y répondre. Hein. Moi, je suis plutôt d'un mode darwinien, donc c'est comme la robotisation dans le monde industriel. Hein. Évidemment, ça bouleverse, il faut s'adapter. C'est des changements de métier. Mais bon, il y a autant de pour que de contre, l'avenir le dira. C'est plutôt pour notre santé mentale que j'ai plus d'inquiétude de tout cet automatisme où on décide à ma place que pour nos emplois, parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours besoin de l'humain pour bien corréler, revalider les informations, faire apprendre aux machines justement toutes ces tâches chronophages pour gagner du temps. Et ce temps qu'on va gagner nous aidera à mieux décider par la suite, à faire plus d'autres actions. Je vais compléter ta réponse. Bon bien les connaître, notre équipe data scientist, ce sont des humains. Ce sont des humains qui adorent partager avec les différents membres de l'équipe Altares, experts chacun dans leur domaine. Donc ça, c'est effectivement des points qui sont importants à rappeler. Et finalement, le modèle de décision que nous prenons dépend aussi de stratégies que l'humain prend au bout du compte. Donc effectivement, l'humain restera au centre, quoi qu'il en pense.
Je vois qu'il y a une question, peut-être avant juste ma conclusion. Il est 11h57, donc on va essayer d'y répondre assez rapidement. À quel moment les experts analystes financiers interviennent lorsque le système génère un score? Y a-t-il un process de révision alerte revue des scores automatiques? Frédéric, je te laisse répondre ou tu me laisses? Oui. Et puis Philippe, tu pourras intervenir quand il réactivera son micro si tu veux rajouter. Effectivement, nous, les algorithmes, on les revoit de fond en comble tous les 3-4 ans. Là, justement, à la fin de l'année ou début de l'année prochaine, on verra le nouveau score sur le risque de défaillance. Mais ce n'est pas juste une refonte tous les 3-4 ans, il y a une amélioration quotidienne, régulière. Il y a des contours, ce qu'on appelle semi-automatiques, des règles de gestion qu'on a appliquées sur le Covid et là qu'on a aujourd'hui appliquées aussi également par rapport à la crise de l'inflation, où on va justement voir certains comportements dans l'analyse financière, dans les comportements de paiement ou dans les informations déclaratives au niveau des registres. Et on dit, tiens, il y a beaucoup plus de transmission universelle de patrimoine. Tiens, il y a beaucoup plus d'informations dans le bilan que l'on voit, il y a moins de stocks ou ainsi de suite. Donc, on sait, selon la nature de l'entreprise, dire, et là où Philippe va intervenir, dire plutôt, non, le ratio n'est plus du tout pertinent ou est nettement moins pertinent qu'avant sur ce modèle d'entreprise, sur cette entreprise industrielle ou cette société de service. Philippe, un point à rajouter? Non, tu as été assez complet, mais il est certain qu'on est obligé constamment de revoir nos indicateurs, ne serait-ce la nature même de l'indicateur, mais également son résultat. On doit revoir nos médianes, nos moyennes, par rapport déjà au sein d'un secteur d'activité, par rapport à des niches que l'on ne connaît pas, parce que bon, on reste quand même des généralistes, on doit découvrir parfois certaines activités qui sont marginales, niches. Voilà, le dialogue que je peux moi avoir avec les dirigeants d'entreprise dans le cadre d'une requête, une explication, me fait évoluer dans l'interprétation des résultats, également d'indicateurs. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Il est 11h59, on a un petit peu dépassé, mais je savais que je prenais ce risque-là en faisant parler des experts aussi engagés que sont Philippe, Alexandre et Frédéric, que je remercie encore vraiment grandement. On reviendra sur les différentes questions auxquelles on n'a pas pu répondre de manière individuelle. Moi, je voudrais juste faire petite conclusion, si vous me le permettez, mais ce qui est un point important, la promesse de départ était de savoir si on pouvait avoir une bonne information pour prendre une bonne décision. Hein. L'objet, le point de douleur, c'est de prendre la bonne décision et du coup, effectivement, avoir les bonnes informations. Bonnes informations, c'est la véracité. On l'a vu, et le travail qui est fait sur le DQM à Thales, Data Quality Management, est important. Cette veille permanente sur toutes les évolutions, on vient justement d'en parler par rapport au bilan. Ça, c'est aussi des points qui sont extrêmement importants. Et là, effectivement, c'est tout un travail invisible pour des profanes comme moi qui finalement sont utilisateurs de l'information au final, mais qui ne voient pas effectivement tout ce travail derrière qui est extrêmement puissant pour effectivement, encore une fois, partager beaucoup avec toutes ces équipes. Et puis, le dernier point, c'est effectivement transformer une information en décision. L'exploitabilité, qui est également quelque chose qui est extrêmement travaillé, extrêmement regardé, et qui nécessite encore une fois une bonne compréhension de vos propres enjeux, de votre propre manière de prendre les décisions, mais aussi de la capacité technique, technologique, de mettre toutes ces informations à votre disposition. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Désolé pour avoir dépassé un petit peu le créneau horaire réservé. Vous pourrez suivre par replay pour ceux qui n'ont pas pu écouter immédiatement ou pas pu entendre la globalité. Et en tout cas, encore une fois, grand merci de votre participation et grand merci à mes co-animateurs sur cette réunion. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.